sommes ici au couvent Saint-Jacques. Il y a 20 ans, le mouvement astrologique unifié organisait un de ses congrès. Le premier congrès d'ailleurs à Paris depuis pas mal d'années, puisque nous avions arrêté de faire des congrès à Paris depuis quelques années. Et là, nous avons organisé à nouveau un colloque, d'ailleurs qui était organisé à la fois par le MAU et par le GRH, dont j'étais à l'époque le président, dans une période d'ailleurs assez critique pour le GRH, où il y avait des dissolutions et des difficultés. Le colloque s'appelait la lune au clair, ou le clair de lune, ça s'appelait la lune au clair. Et il a été enregistré totalement, donc on pourra passer sur TV Urania des extraits parmi les plus intéressants, notamment la conférence de Michel Gauquelin sur ce qui a été intervenu à ce colloque de la lune au clair. Donc tout le monde a parlé de la lune pendant 3 jours. Voilà. Donc c'est un colloque qui a marqué le renouveau de la présence de mon association à Paris, parce que finalement nous n'avions pas organisé de colloque à Paris depuis 1979. Donc pendant 8 ans, on avait organisé uniquement des colloques en province. Je ne me souviens plus très bien pourquoi, mais c'était une option qui a été choisie. Et donc 87 marque le retour à Paris des colloques astrologiques. Donc ce soir, il va y avoir une réunion de Politica Hermetica, qui est une association ésotérique. Et donc je pense qu'on va peut-être faire quelques interviews des personnes qui seront là pour TV Urania. C'est quelqu'un qui voulait fuir le monde, mais c'est pas de la contre-culture. Le livre de qui? Babac, l'aviateur. Ah oui. Je ne connais pas celui-là. C'est un des apôtres du New Age. Ah bon? C'est un de ceux qui ont fait le New Age aux États-Unis. Donc, pour nous résumer, donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est un faux problème, que c'est un problème dépassé? Non, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est plus trop à la mode. Je sais pas, je connais pas ce milieu-là, mais je crois que c'est plus trop à la mode la contre-culture. On a beaucoup parlé en 68, mais maintenant. Et vous-même, vous vous intéressez à quel aspect de la contre-culture, de l'ésotérisme? Non, mais de l'ésotérisme, si on. Bon, l'ésotérisme, oui, un petit peu. Pas c'est quel aspect? Vous êtes Monsieur Bouillot, c'est ça? Oui. Vous avez écrit des articles? Non, j'ai rien écrit du tout. J'ai jamais rien écrit sur ce domaine. Ça va venir? Non, je pense pas. Non, je préfère lire les articles des autres, c'est plus intéressant. Oui. Et qu'est-ce qui vous écrit assez sur des domaines qui sont pas très. Ah oui, vous avez une autre casquette. Au niveau professionnel, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec ça. Et quels sont les aspects qui vous ont le plus intéressé depuis que vous suivez cette association ou les colloques, tout ça? Un peu de tout. J'ai bien aimé là, tout ce qui était sur l'ésotérisme français au début du XXe siècle, tout ça. J'aime bien ça, tout ce qui est ésotérisme. De Jules Bois, tous ces personnages m'intéressent assez. Vous êtes intéressé à l'aspect avec l'aspect littéraire, les rapports entre littérature et ésotérisme? C'est plus, littérature, c'est vrai. Bon, je vais vous laisser, alors à tout à l'heure. Voilà, Ici, dans le boulevard Arago, le quartier que j'ai habité dans les années 66-74. Et nous allons passer devant la maison où j'ai vécu, une maison qui est très semblable à celle de Nostradamus qu'on trouve à Salon de Provence, donc qui date de la même époque, du 15e-16e siècle. Et j'ai en quelque sorte émigré du 17e arrondissement du quartier des Ternes vers le quartier des Gobelins, qui est juste à côté. D'ailleurs, il y a la manufacture des Gobelins qui est pas loin. Et on va donc voir la façade tout à fait étonnante de l'immeuble dans lequel j'ai vécu entre 19 ans et 25 ans. Là, c'est une pause. J'ai vécu, et le mouvement astrologique d'ailleurs unifié a eu son premier siège. Donc ça, c'est la rue où est né en quelque sorte ce mouvement astrologique, en 75. Bien qu'à ce moment-là, en fin de compte, je n'habitais plus là depuis quelques mois. Enfin, les prémices de l'association se sont situées dans cette rue. Et la bibliothèque Astrologica a dû commencer à prendre tournure ici. Et donc c'est dans cette très belle immeuble Renaissance, au premier étage à gauche, là où il y a le lampion à peu près, que j'ai vécu entre octobre 66 et mai 74, donc pendant 8 ans. Et donc c'est une maison extrêmement ancienne, tout à fait classée. On dit que c'est l'ensemble de la Reine Blanche. Alors je ne sais pas si on va pouvoir rentrer parce que maintenant ils ont mis des précautions.
on ne peut pas entrer. On aurait pu voir le... Monsieur. Voilà, donc nous entrons dans le j'avais ma boîte à lettres ici. Et voilà, donc ça ressemble beaucoup à Nostradamus, à la maison de Nostradamus. Cette espèce de tour comme ça, donc qui enserre l'escalier. On va monter. Voilà, donc j'ai vécu là entre l'âge de 18 et l'âge de 25 ans, à peu près. Et donc c'est là que j'ai fait mes premiers pas en astrologie, c'est là que j'ai donné mes premiers cours d'astrologie dans les années 70, 69, 71. Donc on peut dire que c'est dans ce lieu extrêmement habité et remarquable que j'ai vraiment pensé mes premières recherches astrologiques. Et que j'ai rédigé d'ailleurs des textes qui par la suite seront publiés comme clés pour l'astrologie en 1976. Donc c'est le château, ça fait partie du château de la Rue Blanche. Voilà, c'est assez joli de voir cette cour, essayer de filmer vers le haut. Voilà, donc voilà la rue des Gobelins. Donc au 19 de la rue des Gobelins, c'était la première adresse que Jacques Aldron en tant que chercheur en astrologie. Jamais. C'est un concept sceptique, lui. L'heure de la naissance. C'est ça l'argument? Oui. Il y a toujours des approximations, généralement à la demi-heure. Ah bah ça c'est parce qu'on peut faire. C'est toujours arrondi à la demi-heure. Ah oui, d'accord, mais on fait ça. Et vous, monsieur, alors, comment vous situez l'astrologie par rapport à la contre-culture contemporaine? Par rapport à la contre-culture, je ne saurais dire, mais par rapport aux connaissances scientifiques, comme un néant absolu, en tout cas. Et à mon avis, une fausseté spirituelle, une falsification spirituelle. Un poison. L'Église, je pense que ça alimente des croyances irrationnelles sans fondement scientifique. Ça ignore la précession des équinoxes, sans rentrer dans considération astronomique. À partir du moment où l'astrologie et l'astrologie est complètement décalée, qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité astronomique, il est évident que ensuite ça dévie d'un discours creux et surtout un discours marchand. C'était décrit en psychologie sous le nom d'effet Barnum, c'est-à-dire on dit des choses qui sont tellement générales que tout le monde s'y retrouve. Oui, bah, tout à fait. Oui. Barnum, directeur du célèbre cirque, avait mis au point des numéros comme ça, il y avait des descriptions psychologiques, 80% des gens s'y retrouvaient. Ah oui, il faisait passer ça dans son cirque. Ah oui, c'est pour ça oui. que c'est resté. Ah d'accord, mais très bien. Oui. L'effet Barnum. Voilà. Et la plupart des horoscopes racontent ça. Mais on pourrait donc c'est dire... intéressant sociologiquement comme un témoin de l'ère du temps, mais alors pour le reste, puis veiller car vous ne savez Je sais pas, moi ça fait 50 ans que j'y mets toute l'activité littéraire. Mais vous avez, c'est bien Sarkozy
Et Ségolène Royal, il y en a une qui est vierge ascendant Gémeaux et l'autre Gémeaux ascendant Vierge. C'est ça, ouais. Le problème est la critique de science-fiction. Moi, je veux bien regarder l'heure de la naissance, mais laquelle? D'accord, il y aura au moins 15 définitions de l'heure. Moi, je suis né à l'époque où il n'y avait pas encore l'heure allemande. Ah non, mais ça, c'est... Il y a toute une littérature là-dessus sur le calcul de l'heure, et puis encore une fois, il y a des ordinateurs. Le calcul de l'heure a complètement changé avec les chemins de fer. Comment? Il a complètement changé avec les chemins de fer au début du XIXe siècle. Il a complètement changé avec le réglage des pendules publiques. Oui, mais ça, c'est avec Henri Poincaré et un certain Albert Einstein. Donc, l'heure est quelque chose de fugitive. Non, l'heure d'été, l'heure Vous avez marqué sur les calendes solaires. Il y a un très joli chapitre dans un livre de Henri Brock, Oui. spécialiste de la technique, son dernier livre qui est, alors je crois que c'est Le Bon Sorcier et compagnie, je ne garantis pas le titre exact, édité chez Odile Jacob. Il consacre un chapitre sur l'astrologie, où il montre notamment, il démontre une étude prétendument précise en montrant qu'un certain nombre des jumeaux soit n'existent pas, soit sont nés au large de Nice. C'est-à-dire en pleine mer Méditerranée, que les coordonnées sont données de façon extrêmement précise, mais on peut vérifier tout ce qu'il voit écrit, et il a parfaitement raison. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de ces jumeaux sont nés au large de Nice, en pleine mer Méditerranée. Oui, c'est les critiques de travaux de Mme Fuzel-Fusé-Aubrèche. Voilà, notamment. Alors effectivement, on pourra toujours s'en tirer en disant qu'il y a des astrologues honnêtes qui ne se laissent pas piéger comme ça. Enfin, ça fait donc suffisamment longtemps que le débat est faux. De toute façon, à mon avis, ça n'est pas compatible avec une spiritualité authentique. Ah, donc c'est à la fois incompatible avec la science et avec la religion, en fait. En tout cas, avec une spiritualité authentique. Je pense qu'on peut être croyant, il faut éviter d'être crédule. Pour ma part, j'ai une formation scientifique, des préoccupations spirituelles, je suis croyant, j'essaie de ne pas être crédule avec. C'est-à-dire j'essaie de ne pas croire n'importe quoi. Quand la science me dit que le suaire de Turin est en fait une forgerie fabriquée au XIVe siècle, je sais malheureusement que c'est vrai, je ne pense pas que Christ puisse être ressuscité. Mais à croire que ce bout de tissu a été fabriqué en Palestine et a réellement rencontré le corps du Christ, c'est de la crédulité. Donc vous distinguez crédulité et croyance, c'est ça. Mais par contre, on dit croire en l'astrologie, effectivement. La distinction est de moi, mais à mon avis, croire en l'astrologie, c'est de la crédulité. De toute façon, ce type de croyance, c'est comme la magie, le commerce avec les morts, etc. Ça a toujours été réprobé par les spiritualités de l'Église. Et quelles sont les raisons, à votre avis, de cette réprobation? Je pense que ça procède de René Guénon, un monde intermédiaire, et pas véritablement le monde spirituel qui, lui, est surnaturel et qui est le domaine du divin, qui est le domaine du principe. Le monde intermédiaire étant ce que les théologiens appellent le préternaturel. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas véritablement au domaine humain, au domaine sensible, au domaine des choses physiques, mais qui n'appartient pas non plus au domaine spirituel. Et ce domaine intermédiaire, si on veut véritablement progresser spirituellement... Quel est votre nom, s'il vous plaît? Olivier. Olivier? Louis. Louis. Voilà. Et vous êtes où? Comment? Je suis son frère. Le frère. Eh bien, en 1950, Alors, quelle attitude à la religion catholique à l'égard de l'astrologie? Alors, je ne suis pas un théologien spécialisé en théologie catholique, mais à ma connaissance, c'est son action critique. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Je me suis amusé. Ah, bah oui. Je suis passé devant un magasin de la Française des Jeux et je m'amusais de voir tous ces gens qui se précipitent pour jouer parce qu'on est en vendredi 13. Effectivement, en s'imaginant qu'on va forcer la chance, le destin, etc., ou que c'est inscrit quelque part. À mon sens, ça n'est inscrit nulle part au livre du destin. Ma position est que penser qu'avec des calculs, des tables, etc., on va pouvoir déterminer son destin à l'avance, c'est aller trouver ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie sociale un contrôle externe.
C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ce que moi je peux faire, mais ça dépend de quelque chose de prédestiné. On rejoint à ce moment-là ce que j'appelle les théories de la prédestination chez certains fondamentalistes protestants. Vous pensez que le protestantisme est plus proche de l'astrologie, du déterminisme que le catholicisme? Je n'ai pas dit ça. Je ne connais pas suffisamment le protestantisme. En tout cas, vouloir chercher dans la configuration des instruments de sa naissance les clés du destin ultérieur, c'est du moins vouloir décrypter le dessein de Dieu, et en tout cas nier à l'homme sa liberté. Mais alors, donc, et vous pensez que les résultats ou les pseudo-résultats, ça relève de l'effet Barnum, en fait? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraiment confirmation de cette croyance. Donc on pourrait très bien ne pas aimer une philosophie et devoir constater ça. Il n'y a pas de preuve scientifique. Il n'y en a nulle part. Brock le décrit très bien dans son livre à propos du problème de la perception par l'équinoxe. Il y a un tel décalage aujourd'hui entre le calendrier utilisé par les astrologues et la réalité astronomique. Oui, mais on pourrait vous dire, monsieur Louis, on pourrait vous dire que peut-être qu'on pourrait imaginer une vraie astrologie derrière cette fausse astrologie. Bien sûr. Bien sûr. Une astrologie qui aurait des fondements plus solides. Quels sont Alors, dans ma jeunesse, je me suis intéressé. J'avais rencontré une astrologue qui était notamment une adepte de Don Néroman, oui, fondateur de l'astrologie rationnelle. Voilà, oui. J'ai lu ses livres à l'époque. J'avais lu, alors si je me souviens bien, elle s'appelait Vernet, Daniel Vernet, qui était un polytechnicien qui avait écrit un livre qui s'appelait Fondements et avenir de l'astrologie. Exactement, qui était fondé chez Abellio, qui était fondé sur l'œuvre d'Abellio. Oui. Et qui avait paru, ce me semble, chez Fayard. Exactement, 74. Voilà, c'est ça. J'étais un jeune homme à l'époque, je m'étais intéressé à ça. Par la suite, j'ai pris mes distances. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison et que le jeune homme que j'étais avait tort. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pris mes distances. Justement, Daniel Vernet, lui, c'est un accro d'astrologie. Oui, tout à fait. Et d'une astrologie avec au moins une vocation scientifique. J'avais été très fasciné par l'œuvre d'Abellio, là aussi avant de m'en éloigner. À l'époque, disons, vous aviez plus besoin d'y croire. Vous aviez plus besoin d'y croire. Je cherchais ma voie. Je crois à autre chose. J'étais très marqué par l'œuvre de René Guénon. Donc l'astrologie, franchement, j'en ai pas besoin. Pas plus que du spiritisme, pas plus que... Bonne idée. Vous n'êtes pas une sceptique concernant l'astrologie, par exemple J'ai pas beaucoup réfléchi à l'astrologie. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je connais mal la question. Ça vous attaque, c'est même pas de la réfuter. Non. Vous êtes indifférente. Non, je ne suis même pas en mesure de la réfuter. Ça ne fait pas partie vraiment de mon univers psychologique. Qu'est-ce qui vous a permis justement de la... Comment se fait-il que vous l'ayez mis justement en dehors de votre univers? Parce que c'est pas par hasard qu'on se distance de quelque chose. Il faut déjà avoir un préjugé. Oui. C'est parce que j'ai déjà tellement d'autres champs d'intérêt qu'il n'y a plus de place pour ça. Donc c'est pas, je n'ai pas d'a priori négatif, mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir cela parce que l'astrologie et de me faire une opinion aussi. C'est l'idée que vous faisiez de l'astrologie qui vous a empêché de... Peut-être que si vous changiez votre opinion sur l'astrologie, vous la trouveriez plus digne d'intérêt. Peut-être. Parce que c'est par rapport à une représentation que vous avez du sujet, que vous l'avez éliminé ou évacué de votre... Surtout parce que j'ai tellement de champs d'intérêt dans ma vie. Mais ces champs d'intérêt, vous les avez choisis comment? Vous les avez bien choisis pour des raisons... C'est venu progressivement. J'ai beaucoup travaillé sur les quakers. C'est ma spécialité. Et j'ai écrit un article d'ailleurs dans le livre collectif qui va apparaître dans ce que Philippe Faure sur René Guénon. Et je parle du non-rapport entre René Guénon et les quakers. J'ai trouvé que René Guénon a raison à certains égards, a tort à d'autres égards, et j'explique pourquoi, en utilisant les travaux d'histoire que j'ai fait sur les quakers. Mais Guénon, justement, il a parlé un peu d'astrologie de temps en temps. Oui, un petit peu.
Mais moi, je ne pourrais pas parler d'astrologie, je connais trop mal la question. Et alors la contre-culture, là, vous n'êtes pas intervenu dans cette réunion de ce soir. La contre-culture, c'est quoi pour vous alors? Vous êtes vous-même, vous êtes quelqu'un de la contre-culture ou... Est-ce que vous vous intéressez au féminisme, par exemple? Oui, je m'y suis intéressée. Est-ce que votre avis, le féminisme a des accointances avec la contre-culture? Ça a été une contre-culture montante, le féminisme. Donc je pense que maintenant, le féminisme a fait son trou et qu'il appartient moins à la contre-culture maintenant, parce qu'on est relativement intégré à la culture dominante. Mais au début, il a fallu, les femmes ont dû pas mal lutter pour que leur culture, la culture féminine, soit reconnue. Je me suis intéressée au féminisme, moins maintenant. Je préfère... en fait, je travaille beaucoup sur le pacifisme, enfin l'histoire du pacifisme, incarné par les Quakers et d'autres. Là, le concept de polémique est plus ou moins évacué. Bon, la polémique, c'est déjà une forme de guerre psychologique. Et bon, il y a des féministes qui sont tellement agressifs que ça ne me convient pas, je n'aime pas leur discipline. Mais il fut un temps où je m'intéressais au féminisme, en particulier dans ma profession, puisque je suis professeur d'université, enfin je suis à la retraite maintenant, et je trouvais que en tant que femme, on doit vaincre les obstacles plus forts que les hommes. Donc j'avais une certaine forme d'agressivité à cet égard, mais maintenant je suis appuyée de ce côté-là. D'accord. Et j'arrive en retard, et une personne qui est là me dit « Oh, vous avez un joli collier, dites-moi quel est mon signe, que je vous rentrer comme ça. » Donc je regarde et je dis « Oh, vous n'êtes quand même pas balance. » Et puis on fait tout le tour, elle est bien balance. Et ça le portrait psychologique, il y a quand même des balances, des béliers. Oui, oui. Bon, maintenant, les événements, c'est vrai qu'il y a l'histoire des jumeaux, ça c'est tout à fait vrai, des destins et puis alors les événements de la vie, ça je crois moins. Il y a quand même des cas, moi je sais que la génération de ma mère, sa mère et ses amis, avec Madame Soleil, à un moment où elle a dit des choses extraordinaires. Les détracteurs de l'astrologie ont des arguments assez valables. Il y a déjà mais enfin, malheureusement, ils ne regardent pas non plus le revers de la médaille. D'Asie centrale. L'Union rationaliste, c'est pas ça, c'est une hystérie là. Ça, et ce que je pense, enfin le fond, je ne sais pas s'il y a un fondement, mais c'est quand même au départ, tout ce qui est en haut est en bas. Et le principe de la philosophie. Alors votre mari il a l'air d'avoir des positions beaucoup plus sceptiques que les vôtres, non? Vous entendez bien? C'est des trucs, c'est un scientifique. Moi, je suis pas Vous dialoguez, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il a des effets? C'est pas des choses dont je parle spécialement avec lui. Je pense qu'il est passé. croit entre guillemets, plus qu'il ne dira. Ah oui, d'accord. Mais moi, je ne peux pas dire que j'y crois non plus. C'est pas exactement ça. Mais je trouve qu'il y a des grandes constances, les balances, les gens qui sont des signes lions, etc. Tout ça se reconnaît. Les vierges, le goût des archives, etc. Il y a quand même des grands constances. De la bonne le procès pour les sorcières. Mais là, ne me demandez pas, parce que les Verseaux, c'est des gens que je ne connais pas bien. Les Gémeaux, je ne connais pas bien non plus. Les Balances, les Capricornes, les Sagittaires. Le seul pays au monde
un portrait psychologique. Mais vous savez que le portrait psychologique, c'est constitué d'autres éléments que le simple signe du moi. Vous avez déjà consulté un thème global, un thème natal global? Oui, mais je connais l'histoire de l'ascendance. Oui. Changer de religion. L'astrologie par ordinateur, avec les thèmes interprétés par ordinateur. Non, mais l'ordinateur, moi ce que je connais dans l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, en vrai, c'est une carte à la naissance. Oui. Bon, on place toutes les planètes, votre heure de naissance, oui. Machin, les histoires d'heure d'été, comme tout ça, il y a des logiciels qui sont pas un problème. Mais ça, évidemment, c'est un peu trop savant. C'est pas des choses que les gens captent tout de suite. Mais sinon, alors, non, c'est pas ça. On m'a donné, justement, pour ne pas le donner à Elisabeth Tessy, on m'a donné quelque chose pour calculer le ciel de naissance, qui avait été fait par un ingénieur, qui avait travaillé avec Christelle Blanchet, d'ailleurs, dans la radio, etc. C'était un instrument tout à fait artisanal, qui est complètement dépassé avec maintenant qu'il y a les ordinateurs. Mais l'ordinateur, comment on appelle ça, monter un thème. L'ordinateur vous monte un thème. Tandis qu'avant, c'était un oui, mais je veux dire, vous préférez parler des signes zodiacaux que du thème natal. Parce que le thème natal, ça dépend du temps. Il y a deux choses complètement différentes. Je trouve que, personnellement, qu'il y a des grands portraits psychologiques qui correspondent, à tort ou à raison, etc., à des signes. Et puis il y a le problème du thème natal et des événements qui correspondent à qui, à mon avis, sont beaucoup plus aléatoires. C'est pas du tout une thèse de théologie. D'abord beaucoup plus aléatoire, et puis après on ne sait pas rétrospectivement. Par exemple, Donné Roman a fait un énorme livre sur Verlaine, vous connaissez sans doute. Oui. Verlaine aux mains des yeux, quoi, non, oui. non, c'est sur Verlaine. Alors, oui. Si vous le suivez, vous avez le thème de Verlaine, et puis jour par jour, c'est pas étonnant que ce jour-là, il ait fait telle chose. Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est aussi rétrospectif. C'est aussi une prédiction. Après coup. Ben oui. Et Barbeau, vous connaissez Barbeau un peu Oui, bien sûr. Barbeau, et puis qui encore un écrivain à qui ça a valu pas sa carrière, parce que finalement il a fini par écrire et tout ça, mais qui avait beaucoup publié de livres d'astrologie, qui était un ami Barbeau. Je ne trouve pas son nom. C'était un homme de la frontière espagnole, très hispanique. Je ne retrouve pas son nom, il est décédé maintenant. Mais c'était beaucoup investi dans l'astrologie. Vous ne voyez pas qui c'est? Volkin? Ah non, Volkin, j'ai pas... La frontière espagnole? Non, c'était un auteur français, mais qui était d'origine, sans doute pas basque, mais du sud de la France. Oui, je vois pas très bien, semblement je vois pas. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré, je l'ai connu, je l'ai rencontré. À un moment, il faisait une émission très courue à la radio, c'était pas encore la télévision, avec cet autre auteur qui avait écrit Mon village à l'heure allemande. Il y avait François Villet aussi, ou Pierre Brousse? Non. Enfin, le nom ne revient pas. Non, j'ai connu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de Russes. Les Russes croyaient beaucoup. Parce qu'il y a l'astrologie et puis il y a aussi la parapsychologie. Voilà, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, c'est ça. Les Russes et les Américains sont beaucoup plus intéressés par la parapsychologie que les Français. Au bout de l'année, il s'avérait que la classe de petit génie avait de meilleures notes que la classe de Kant. Alors ils se sont dit, c'est peut-être parce que c'est des enfants, on s'attache. On va faire ça avec des souris. Ils vont dire, on a amélioré génétiquement des souris, voilà un groupe de souris amélioré génétiquement. Elles sont beaucoup plus intelligentes que les autres souris que vous avez là, qui sont des souris moyennes. Ils ont donné ça à des biologistes, et bien sûr, les biologistes ont trouvé que les souris intelligentes étaient plus intelligentes
que les souris stupides. Et il racontait qu'elles étaient tellement intelligentes, des fois ils aimaient les prendre, les caresser, etc. Alors les expérimentateurs de la chose, là, les psychologues, ont dit ah oui, mais s'ils commencent à les caresser, etc., ça introduit un nouveau facteur parce que justement cette affection peut les rendre peut-être plus intelligents. Alors ils ont fait le coup avec des vers de terre. Ils ont été dire on a des groupes de vers de terre intelligents et des groupes de vers de terre stupides. Et les résultats étaient les mêmes, ceux qui pensaient que les vers de terre. Et ça c'est vraiment ce qu'on appelle le constructivisme en psychologie, c'est-à-dire les gens construisent leur réalité, l'élaborent et après pour en sortir, c'est justement toute la difficulté. C'est l'autosuggestion dans certains côtés. Voilà, donc quand il y a un message de l'autorité, quand il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose... Quand on donne un texte à quelqu'un en disant ça a été écrit par un génie, on va y voir des significations qui ne sont pas celles qu'on prend chez quelqu'un qui est complètement banal. Merci.